suis Christophe Bourseiller et vous compte son ouvrage paru au début de cette année 2024 aux éditions du Cerf, La France en colère. La France en colère avec S. Bonjour Christophe Bourseiller. Bonjour. Vous êtes un homme aux multiples facettes, à la fois historien, écrivain, professeur, journaliste et bien d'autres choses, ainsi que l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages qui s'ingénient à décrypter les mouvements et sautes d'humeur de la politique, notamment depuis un peu moins d'un quart de siècle. Vous qui ravaudez si bien les faits de l'histoire pour nous les exposer dans cette œuvre de reprisage, vous percevez ce que beaucoup n'entrevoient pas encore. Vous êtes une voix libre, peut-être libératrice, qui s'exprime avec vigueur et conviction. Vous êtes également un spécialiste de la question de l'extrémisme et président de l'Observatoire des extrémismes et des signes émergents, rattaché à l'Université polytechnique des Hauts-de-France. Salut. Nous vous écouterons sur les nouvelles formes de radicalité qui émergent et se propagent dans notre pays. Le constat est glaçant. 7 ans de réarmement de toute nature et face aux colères, disposons-nous de moyens démocratiques pour endiguer ces chimères attentatoires aux amis de la liberté ou de sa quête? Quelles sont les origines de ces colères et leur profondeur historique? S'agit-il d'une tradition bien française? Avons-nous le monopole de certaines colères? Nous évoquons d'autres questions au fil du déroulé de notre entretien. Voilà quelques interrogations pour amorcer notre échange et avoir une visée sur l'avenir. J'étudie les mouvements minoritaires, d'ailleurs les minorités aussi bien politiques que religieuses et culturelles depuis fort longtemps. J'ai consacré de nombreux ouvrages à cette passion, on pourrait dire. J'ai créé un observatoire de ces mouvements qui gère un fonds d'archives de plus de 70 000 documents que nous mettons à la disposition de tous les chercheurs qui veulent aller sous-peser des tracts, des brochures, des affiches émanant de groupuscules de tous les pays du monde. Alors le constat qu'on peut faire, c'est ça qui nous intéresse ce matin. Moi, j'ai constaté plusieurs phénomènes. D'abord, pour répondre à ce que vous faisiez remarquer, le phénomène des colères actuelles n'est pas spécifiquement français. On a toujours tendance en France à penser que ce qui nous arrive est unique au monde. C'est plutôt sympathique d'ailleurs qu'on est tellement spéciaux, tellement meilleurs que les autres, qu'il nous arrive des trucs que les autres ne vivent pas. Et en fait, on s'aperçoit que le même séisme ébranle à peu près toutes les sociétés occidentales en ce moment. Et l'observation que je fais, moi, des mouvements extrémistes, par exemple, je la fais sur un plan international et je vois les mêmes mouvements, les mêmes tendances, les mêmes colères, les mêmes phénomènes de dislocation nationale, par exemple, à l'œuvre dans de nombreux pays. Donc ce n'est pas spécifiquement français. Maintenant, on va quand même se focaliser sur la France. J'ai appelé ce livre, qui est un peu une sorte de bilan, La France en colère. Alors pour moi, ce livre, dont je peux vous parler quelques secondes, c'est un livre qui répond à mon tout premier livre, parce qu'il y a très très longtemps, en 1989, mon tout premier livre sur le sujet, c'est un livre que j'ai publié aux éditions Robert Laffont, qui s'appelait « Les ennemis du système, enquête sur les mouvements extrémistes en France ». Et donc j'avais fait pour la première fois un état des lieux des mouvements extrémistes en France, en tirant un signal d'alarme. On était en 1989 et en disant « Oh là là, ils sont presque 20%. » Alors, vous voyez, aujourd'hui, évidemment, ce chiffre a explosé, a été pulvérisé littéralement, et pas qu'en France. Donc, il y a une vraie montée de ces phénomènes-là. Alors après, on peut observer plusieurs phénomènes. Et donc, ce livre-là, en fait, c'est une sorte de bilan. C'est une façon de dire, mais finalement, en 89, c'était comme ça. C'est comment en 2024 ? Ça ressemble à quoi le paysage? En fait, il est très différent. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs choses. D'abord,
on s'aperçoit que si on compare le XXIe siècle et le XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu dans tous les pays, enfin en France notamment, mais c'est valable pour tous les pays latins, il y a régulièrement des épisodes de crise sociale, des épisodes sociaux assez forts. Alors, on a vécu par exemple en France 1968, qui est le plus gros épisode social qu'on ait vécu depuis 1936. Hein, ça reste encore d'ailleurs l'épisode le plus fort qu'on ait vécu. Ensuite, on pourrait dire qu'il y a une période d'agitation assez forte, puisqu'on est dans les retombées de 68. Mais enfin, la grande crise sociale suivante, c'est la crise sociale de 1979, qui correspond à la crise de la sidérurgie, et dans laquelle on va voir, par exemple, des travailleurs de la sidérurgie mettre à sac le quartier de l'Opéra et piller les magasins, ce qui est quand même, non pas des black blocs, mais des vrais travailleurs, entre guillemets. Donc là, c'est un moment assez fort. Ensuite, il y a un autre épisode social qui va être 1986, avec la mort de Malik Oussekine, dont tout le monde se souvient, mais il y a eu aussi une forte grève à cette époque-là. Ensuite, 1995, enfin, je ne vais pas vous les faire toutes, mais c'est intéressant de voir ça. Donc vous voyez, à peu près au XXe siècle, vous avez un épisode social important à peu près tous les 10 ans. D'accord ? On arrive au XXIe siècle, et là, vous avez... Alors ça commence dès 2005 avec la révolte des banlieues, qui anticipe le mouvement Naël qu'on a vu l'année dernière. Donc là, vous avez un épisode social de type nouveau, extrêmement violent, extrêmement mystérieux, qu'on a beaucoup de mal à analyser et à comprendre, mais qui témoigne d'un changement de paradigme avec le nouveau siècle, bien sûr. Ensuite, on arrive, on est en 2005. En 2010, vous avez une énorme grève contre la réforme des retraites, très forte. Très forte, vraiment très suivie, avec des blocages, la France à l'arrêt pendant un grand moment, enfin c'est très lourd. En 2016, vous avez le mouvement contre la loi El Khomri, la réforme du Code du travail. Très violent, des bagarres atroces, des grèves, nuit debout, enfin des tas d'épisodes. Là on est en 2016. En 2018-2019, vous avez l'épisode énorme des Gilets jaunes. Donc les gilets jaunes, c'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant, d'extrêmement inquiétant. Hein, et en plus, là, on est encore une fois dans des mouvements qui ne ressemblent pas à ceux du XXe siècle, sur des mouvements de type nouveau, hein, 18-19. Et ensuite, en 23, vous avez un mouvement extrêmement long et très très fort contre la réforme des retraites, qui est suivi d'un épisode Naël qui ressemble à la révolte des banlieues. C'est simplement pour vous faire remarquer que le rythme se resserre. Donc c'est ça qui me paraît intéressant, c'est-à-dire le rythme des épisodes violents est de plus en plus bref. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit de quelque chose d'assez différent, c'est qu'au XXe siècle, les mouvements politiques, les mouvements de révolte, les mouvements sociaux, les grandes révoltes sociales étaient quand même fortement médiés par des forces politiques, on pourrait dire, d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait vraiment, par exemple, en mai 68, par exemple, tous les étudiants se réclament de Marx, Engels, Lénine, Mao, Trotsky, Bakounine, enfin, ils ont des livres. Et si vous comparez avec, par exemple, l'épisode des Gilets jaunes, vous voyez une absence totale de référence historique. Je vais vous donner un exemple très, très parlant. En mai 68, vous savez, il y a eu en mai 68, les grévistes ont créé un peu partout une structure inédite qui s'appelait les comités d'action. Et donc, tout le monde avait son comité d'action. Il y avait le comité d'action de la terrasse, le comité d'action de partout. Et par exemple, à un moment donné, les manifestants ou les gauchistes, les contestataires, comme on les appelait à l'époque, ont occupé le ministère de la Justice. Et quand ils ont occupé le ministère de la Justice, ils ont planté un drapeau rouge au fronton du ministère de la Justice Place Vendôme. Vous voyez que c'était assez fort. Et ils ont occupé une salle et ils ont fait un manifeste pour réformer la justice. D'accord ? Donc il valait ce qu'il valait, mais enfin bon, ils ont fait un manifeste. En 2019, en janvier 2019, les Gilets jaunes envahissent le ministère des Relations avec le Parlement. Donc avec un bulldozer en plus, enfin un machin de chantier, quoi. Donc c'est quand même un acte extrêmement séditieux, on pourrait dire, hein, d'accord ? Ils rentrent dedans. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils tournent en rond dans la cour et ils ressortent.
voyez, non, mais c'est intéressant parce que vous voyez la différence, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a à la fois une montée en puissance de l'agitation, de la violence révolutionnaire, même du désir de tout détruire, et en même temps une baisse de niveau intellectuel, et l'absence de référence idéologique. Vous voyez, c'est ça qui me paraît important à remarquer et à souligner. Et parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus de gens en colère. Vous savez, les Gilets jaunes, quand ils manifestaient, ils avançaient d'un pas très rapide, comme ça, ils faisaient très peur, en disant « Révolution !» Révolution, ce qui est quand même assez fort. Quand vous les voyez arriver devant vous, vous dites « Oh là là, c'est les sans-culottes qui reviennent, c'est la révolution ». Mais en fait, révolution, oui, mais pour mettre quoi? Ils ne savent pas. C'est-à-dire, le problème, c'est faire la révolution, c'est bien gentil, on s'empare de l'Élysée, on tue Macron, on le guillotine, mais après, on fait quoi? On met quoi à la place? Ça, ils n'en ont aucune idée. Donc c'est ça, je crois, qui caractérise beaucoup l'époque actuelle, et je dirais que le temps on pourrait dire, des révoltes pensées a été remplacé par le temps des passions, le temps de l'affect. C'est-à-dire qu'on est en colère, on s'émeut, on casse tout, on a un moment de rage, mais il n'y a pas cette médiation intellectuelle qui fait qu'on va essayer de penser ça, de se référer à une révolution. Alors, il y a certes encore des mouvements extrémistes, et ça c'est important de le souligner. Et non seulement il y a des mouvements extrémistes, mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que en fait, les mouvements extrémistes sont de plus en plus puissants. Donc il y a aussi là quelque chose à observer qui est assez frappant. Par exemple, si vous prenez l'extrême gauche, depuis 50 ans, vous avez des journalistes qui font des articles sur les mouvements d'extrême gauche pour se moquer de leur scission. En disant, oh là là, deux trotskistes, 3 4e international, haha, le NPA a encore fait une scission, haha, ils sont si peu nombreux, etc. C'est ne rien comprendre au phénomène de l'extrême gauche. Car aujourd'hui, l'extrême gauche, elle a réussi à un coup de maître, si vous voulez, tout en étant assez faible sur un plan numérique, parce que l'extrême gauche, c'est 25 000 activistes en France sur 70 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est 25 000 leaders. Parce que ce qui caractérise l'extrême gauche aujourd'hui, c'est la capacité à prendre le contrôle des appareils. C'est une stratégie de long terme qui aujourd'hui a été couronnée d'un certain succès, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les 3/4 des syndicats sont aux mains de certains groupes d'extrême gauche, qui permet d'avoir une force de frappe considérable lors des crises sociales, par exemple, et d'avoir une influence sans commune mesure avec la petite taille des organisations. Donc aujourd'hui, l'extrême gauche, elle pèse d'un poids réel. Je pense surtout à l'extrême gauche trotskiste, hein, bien sûr, si on fait la liste des groupuscules, des petits mouvements d'extrême gauche trotskiste, vous en avez, vous savez, vous avez si on observez-les, par exemple, vous avez un tout petit parti un peu risible, qui est le nouveau parti anticapitaliste, qui est un parti qui fait sourire. C'est le parti d'Olivier Besancenot et Philippe Poutou. Il y a en plus, ils ont eu une scission, donc maintenant, il y a 2 partis qui s'appellent NPA. Enfin, c'est un côté comique, on pourrait dire. Oui, sauf que si vous prenez ce petit NPA, c'est 800 membres à tout casser, c'est-à-dire que c'est vraiment un tout petit truc de rien du tout. C'est le NPA qui vertèbre, par exemple, en ce moment, tous les mouvements Gaza. Tous. C'est-à-dire que dans toutes les facs de France, c'est le NPA qui structure Urgence Palestine. Donc ils ont une certaine influence. Et puis si vous prenez ce tout petit groupe de 800 personnes, bah, vous vous apercevez que, oui, il y a un petit groupe de 800 personnes, puis il y a un syndicat qui aujourd'hui a une certaine influence, et même une influence certaine dans les luttes et ailleurs, qui s'appelle l'Union syndicale solidaire, qu'on appelle SUD, du nom originel qui était solidaire, unitaire et démocratique, 80 000 adhérents. Donc vous avez le petit NPA de 800 personnes qui contrôle au minimum 80 000 adhérents. Et ils ils contrôlent l'UNEF, ils contrôlent les syndicats lycéens, ils contrôlent des pans entiers de la CGT, des fédérations. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Vous voyez, donc on peut se moquer de ce petit parti un peu folklorique, sauf que c'est un parti qui a une vraie influence, vous voyez. Si vous prenez ceux qu'on appelle historiquement, ça c'est le deuxième courant, le Parti ouvrier indépendant, qui est très très peu connu, personne ne connaît ceci, ce qu'on appelle les lambertistes. Mais les lambertistes, c'est extraordinaire. Mélenchon, la France insoumise, c'est eux.
Vous vous rendez compte l'influence de ce... Alors ils sont pareil, 800 personnes que personne ne connaît. Vous vous rendez compte le bras qu'ils ont avec la France insoumise? C'est énorme, sachant que dans la France insoumise aujourd'hui, vous avez une lutte de courant. Hein, vous avez les partisans du NPA, qui se réfèrent à la 4e internationale, et qui en fait luttent contre les partisans de Mélenchon. Donc Mélenchon, il est plutôt côté lambertiste, hein, bien sûr, il tient l'appareil de la France insoumise, c'est lui qui dicte la voix de ce que disent les gens de la France insoumise, mais les rivaux du courant NPA, on pourrait dire, eux soutiennent François Ruffin. Et François Ruffin pourrait bien damer le pion à Mélenchon, parce que Mélenchon d'abord est âgé, ensuite Mélenchon s'enfonce dans une spirale de radicalité. C'est pas sûr que ça soit très bon pour lui, hein, pour l'instant. Alors il fait un pari, Mélenchon fait un pari très audacieux sur un plan électoral, qui est un pari assez curieux, qui consiste à aller chercher des électorats qui ne votent pas. Donc alors ils se concentrent évidemment sur l'électorat musulman, qui est un électorat qui ne votait pas, mais maintenant qui commence à voter pour lui, hein, donc ça commence à fonctionner, et ils se concentrent sur la jeunesse, en se disant les jeunes ne votent pas. C'est vrai, aux dernières élections présidentielles, 80% des 18-20 ans n'ont pas voté, donc il se concentre sur cet électorat-là. C'est pour ça qu'il fait toute sa campagne à la fois sur Gaza et dans les universités. Vous voyez, c'est stratégique. Ce n'est pas le hasard des choses, c'est vraiment pour gagner de nouveaux électorats. Pourquoi pas? C'est une stratégie qui est intéressante à observer. Et puis vous avez un troisième mouvement d'extrême gauche qui s'appelle Lutte ouvrière, 10 000 adhérents quand même. J'ai été à la fête de Lutte ouvrière ce week-end, parce que je vais évidemment voir les groupes, les observer, voir ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et il y avait une foule considérable, il y avait au moins 30 000 personnes. Vous voyez donc, vous voyez donc des courants qui sont en plein essor. Si vous allez de l'autre côté, à l'extrême droite, hein, n'oublions pas l'extrême droite dans sa pluralité, vous vous apercevez que l'extrême droite a quand même réussi un coup de maître en France, c'est à la fin du XXe siècle, qui a consisté à lancer sur le marché le populisme. On peut encore une fois se juger avec beaucoup de condescendance ces fascistes qui défilent tout vêtus de noir, un peu inquiétants. D'ailleurs, c'est que des garçons en général, avec des croix celtiques et puis des barres de fer. Enfin, vous voyez, on les a vus récemment manifester, à Paris en tout cas. Encore une fois, c'est du folklore, qu'est-ce que ça signifie? Sauf que des fascistes de même acabit qui dirigeaient à l'époque le mouvement Ordre Nouveau, tout un programme, ont quand même eu la bonne idée de créer le Front National. Je vous rappelle que ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a créé le Front National. Jean-Marie Le Pen, qui d'ailleurs est en train de s'éteindre, je vous le signale, il est en train de mourir. Jean-Marie Le Pen n'a été que quelqu'un que Ordre Nouveau est allé chercher. Et d'ailleurs, c'était le troisième choix d'Ordre Nouveau. Vous voyez, c'est vous dire à quel point c'était pas du tout une création de Jean-Marie Le Pen. Mais l'idée, c'était de faire passer, de répandre l'idée d'Ordre Nouveau, elle était passionnante. Finalement, c'était de dire, avec notre programme fasciste, nous ne viendrons jamais au pouvoir. Ce qui était un aveu, mais ils avaient raison. Mais en revanche, on peut au moins faire passer des idées à nous. Et on peut droitiser la société, droitiser ou durcir le débat. Ce qu'ils ont fait en lançant l'idée de l'immigration, avec un slogan dès 1974 qui était 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrants en trop, puis après 2 millions de chômeurs, puis après 3 millions de chômeurs, puis après 9 millions de chômeurs, c'est 9 millions d'immigrés en trop. Bon, maintenant ça rebaisse, donc ils vont baisser l'affiche. Mais vous voyez, là encore une fois, vous avez une preuve de la force, de la dissémination de cette petite extrême droite qui, encore une fois, l'extrême droite, la vraie, les activistes, c'est à peu près 20 000 adhérents, 20 000 personnes en France, ce qui n'est pas beaucoup. C'est encore une fois très peu. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Et c'est un des enseignements de l'enquête ou du travail que je fais sur le long terme, c'est d'observer qu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour avoir de l'influence. C'est comme ça que ça marche dans les sociétés démocratiques. On peut, avec très peu de monde, arriver à peser. Alors on le fait d'autant plus facilement aujourd'hui par la caisse de résonance qui est Internet, évidemment, qui permet d'amplifier des messages très minoritaires.
surtout s'ils sont disséminés avec intelligence, notamment par le biais du populisme. Vous voyez, aujourd'hui, le populisme est en plein essor international, et le populisme, c'est la dissémination d'idées incubées à l'extrême droite. Donc là, il y a aussi une vraie marque, une vraie force. Mais en même temps, vous avez cette extrême gauche qui se renforce, cette extrême droite qui se renforce, et l'extrême gauche et l'extrême droite, en même temps, sont dans une crise idéologique. C'est-à-dire qu'ils se renforcent, et en même temps, on observe, quand on voit les textes, les bulletins, par exemple à l'extrême gauche, une baisse de niveau de plus en plus grande. Je vous donne un exemple, une baisse de niveau intellectuel. Je vous donne un exemple, il y a un mouvement aujourd'hui qui fait beaucoup parler de lui, c'est une scission du NPA, qui s'appelle Révolution permanente. Alors ils sont particulièrement remontés, Révolution permanente, c'est eux qui bloquent les grèves de contrôleurs de la SNCF, les grèves sauvages, c'est eux, les grèves quand le métro ne fonctionne pas subitement, c'est eux, enfin voilà, ils sont très 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 en forme. Ils sont soutenus notamment par une comédienne que vous connaissez peut-être, qui est Adèle Haenel. Adèle Haenel fait partie de Révolution permanente. Elle est dans ce mouvement-là. Mais Révolution permanente, ce qui, moi, m'intéresse le plus, c'est que c'est un mouvement qui est à 90% numérique. C'est-à-dire que, vous voyez, si vous prenez le NPA, par exemple, vous avez une librairie du NPA où vous pouvez acheter le journal, des brochures, les textes de Léon Trotsky, des tas de bouquins, etc. Vous allez au siège du POI, le Parti ouvrier indépendant, ou Mélenchon, qui est si proche de Mélenchon pour ne pas dire plus, et là vous avez une librairie, vous pouvez acheter les vieux textes de Trotsky, etc. Le NPA, Révolution permanente, ne fait aucun texte. Révolution permanente ne s'exprime que sur TikTok, Instagram. Et les réseaux sociaux, si vous voulez, c'est tout. Et donc, comment est-ce qu'on adhère à Révolution permanente? Parce qu'on voit des prêcheurs ou des prêcheuses très remontés, très lyriques, qui vous expliquent qu'il faut tout casser, qu'on n'en peut plus, qu'il faut faire la révolution, etc., etc., etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous rejoignez Révolution permanente parce que vous êtes séduit par le prêche de tel ou tel influenceur ou influenceuse, ben vous connaissez ni Léon Trotsky, ni Marx, ni Lénine, ni rien du tout, vous n'avez aucune culture politique, et c'est ça qui arrive. Donc vous avez des gens qui militent à l'extrême gauche, sans avoir... Adèle Haenel, je suis sûr que si on lui demande si elle a lu le manifeste du Parti communiste, à mon avis, ça va être difficile, quoi. Par contre, je suis pas content, on n'en peut plus, ça, oui. Vous voyez, ça marche. Après, vous avez ce phénomène de baisse de niveau. À l'extrême droite, c'est pareil. Je vous donne un exemple. Il y a un courant dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui fait très peur aux médias, un peu terrifiant, c'est les identitaires. Alors, vous savez, les identitaires, ils ont des locaux dans lesquels ils s'entraînent à la boxe, et puis alors, ils vont se faire le coup de poing avec les antifas, dans une espèce de guéguerre enfantine d'ailleurs, qui dure depuis 40 ans et qui ne débouche sur rien, à part qu'ils se cassent la figure les uns les autres depuis des années. Enfin bon, c'est pas très intéressant. Mais les identitaires, c'est qui? Il faut savoir que l'extrême gauche, historiquement, elle est divisée en chapelles très, très, très charpentées idéologiquement. Hein, vous avez les staliniens, les maoïstes, les trotskistes, les anarchistes, les ultra-gauches, tout ça est très charpenté. Et à l'extrême droite, c'est pareil. Historiquement, vous avez les nationalistes français, les nationalistes révolutionnaires, les royalistes de plusieurs obédiences, bien sûr, et puis vous avez les identitaires. Alors les identitaires, c'est quoi ? C'est très intéressant parce que c'est une scission moderniste des nationalistes révolutionnaires qui est apparue à la fin du XXe siècle. Alors l'idée des identitaires, c'était quoi ? Étant des lecteurs d'Alain de Benoît et de la Nouvelle Droite, l'idée c'était de dire finalement la nation c'est un produit de l'histoire. Nous, les gens d'extrême droite, autrefois, on était des nationalistes, c'est-à-dire qu'on voulait reconquérir la nation qui a été confisquée par les lobbies. C'est ça le nationalisme, ce qui distingue le nationalisme du patriotisme, qui est le simple attachement à son pays. Et le nationalisme, c'est reconquérir son pays qui a été confisqué donc, par des lobbies.
Hein, sauf que Alain de Benoît dit, la nation, ça ne veut plus rien dire. Finalement, aujourd'hui, dans l'Europe qui se construit, c'est une Europe des ethnies, c'est une Europe des régions, et au fond, les nations se font, se défont. C'est vrai, on voit bien, la Yougoslavie a explosé, il y a beaucoup de pays qui sont en voie d'implosion aujourd'hui, comme l'Espagne ou d'autres. En France, la Corse ne demande qu'à partir, Poutine fait en sorte que la Nouvelle-Calédonie se détache, etc., avant la Martinique et la Guadeloupe. On voit bien qu'une nation, c'est quelque chose de fragile. Et donc, l'idée d'Alain de Benoît, c'est de dire, nous, l'extrême droite, on doit défendre non pas la nation, mais l'identité. Et donc, ça veut dire que se créent à ce moment-là des groupes qui s'appellent les identitaires. Et c'est ce qui caractérise, par exemple, si vous prenez les identitaires niçois, parce que, par exemple, ils ont un bastion à Nice, en fait, ils sont à la fois côté français et côté italien. Si vous prenez les identitaires de Lille, qui ont la maison, je ne sais plus comment elle s'appelle, la maison de l'identité à Lille, qui vient d'être interdite par Darmanin, en fait, ils sont à la fois sur la France et la Flandre. Vous voyez, ils sont sur la Belgique aussi. Si vous prenez les identitaires de Savoie, ils sont sur la France et la Suisse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une évolution idéologique. Ça, c'était au départ. Mais petit à petit, les identitaires, c'est devenu des bandes affinitaires de petits blancs qui ont peur du monde nouveau. Et donc c'est devenu rien du tout. C'est-à-dire c'est devenu des petits blancs racistes qui ont peur des Noirs, des Arabes, qui se battent avec eux. C'est ça que c'est devenu. Vous voyez ? Donc il y a une très rapide décadence idéologique. C'est ça que j'observe et qui me paraît intéressant. Aujourd'hui, un identitaire ne sait pas ce que c'est qu'être identitaire. Il dit bah, « je suis pour mon identité, quoi ». Vous voyez, ça s'arrête là. Et il a face à lui des gens de révolution permanente qui disent bah, on est antifa, quoi. Vous voyez, et tout le monde s'entretue, évidemment. Et donc, ça provoque évidemment une grande confusion idéologique qui est, on pourrait dire, encore entretenue ou aggravée, on pourrait dire, par l'évolution naturelle de la société, puisque ce qui caractérise l'évolution de notre société occidentale aujourd'hui, je vais en venir à la conclusion, c'est une crise de la démocratie qui se traduit notamment par l'archipélisation. Alors cette archipélisation, elle se traduit par le fait qu'on est au pluriel, c'est pour ça que j'ai mis un S à colère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun se comporte comme, se réfère à une micro-identité. Vous voyez, donc si vous êtes d'origine musulmane, vous allez vous replier sur votre identité musulmane. Si vous êtes d'origine juive, vous allez vous replier sur votre identité juive. Si vous êtes d'origine africaine, vous allez vous replier sur votre identité africaine. Si vous êtes homosexuel, vous allez vous replier sur votre identité homosexuelle, etc. etc. Vous voyez, vous avez ce phénomène aujourd'hui de repli identitaire qui fait que vous avez un phénomène d'archipélisation de la société qui est très fort et qui provoque du coup un flottement idéologique. Donc vous avez par exemple des mouvements d'extrême gauche qui veulent recruter et qui s'aperçoivent que historiquement, traditionnellement, leur vivier de recrutement, c'était autrefois, outre les étudiants qui constituent la base et les fonctionnaires qui constituent la base de recrutement de ces mouvements, c'était les travailleurs immigrés. Et donc ils ont cette historique de soutien aux travailleurs immigrés. Dans les années 1970, les maoïstes avaient monté le mouvement des travailleurs arabes, par exemple. Mais la grande différence, c'est que les travailleurs immigrés des années 1970 n'avaient rien à foutre de la religion. C'était des travailleurs qui venaient travailler en France. Il y avait beaucoup d'idées marxistes qui circulaient dans ces milieux-là. Ils n'étaient pas du tout religieux. Aujourd'hui, les travailleurs immigrés qui viennent des pays arabes, ils sont très musulmans. Ils sont d'autant plus musulmans qu'ils font venir leurs femmes, qui sont souvent respectueuses des us et coutumes, etc. Et donc vous avez ce paradoxe, alors que Marx a dit la religion est l'opium du peuple, vous avez les trois quarts des organisations d'extrême gauche qui soutiennent les femmes voilées. En disant c'est normal, c'est bien de se voiler, elles ont raison de se voiler, défendons les femmes voilées comme une cause révolutionnaire. Vous voyez, il y a là un signe de cette crise de la démocratie. Alors je terminerai là-dessus. Une crise de la démocratie, ça se résout. Et une crise de la démocratie, ça provient de quoi? Qui peut résoudre la crise de la démocratie? Dans le positif,
les Gilets jaunes voulaient tout détruire, d'accord, mais en même temps, ils voulaient plus de démocratie. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils n'arrêtaient pas de parler d'un mystérieux RIC, qui était leur, non pas un monsieur nommé Eric, mais qui était le référendum d'initiative citoyenne, hein, qu'ils voulaient mettre en place, parce qu'ils disaient « on ne nous entend pas ». Donc il y avait un désir de démocratie. Si vous prenez aujourd'hui les élections européennes, alors dans le négatif, on pourrait dire qu'il va y avoir beaucoup d'abstention. Ça va d'ailleurs dépendre de la météo. C'est-à-dire s'il fait mauvais le jour du vote, les gens vont voter. S'il fait beau, personne ne va voter. Voilà, il y aura une très forte abstention. Oui, mais il y a plus de 30 listes. C'est intéressant. Plus de 30 listes, ce qui prouve qu'en réalité, il y a un intérêt des gens pour la chose démocratique. Donc, en réalité, et quand il y a une élection présidentielle avec un enjeu, il y a beaucoup moins d'abstention, en réalité. L'abstention, c'est sur les élections où les gens doutent des formes démocratiques, c'est-à-dire les élections régionales, où ils ne sont pas sûrs de l'intérêt d'aller voter, les élections européennes, où ils ne sont pas sûrs de l'intérêt d'aller voter. Par contre, les municipales, parce que c'est mon maire, est-ce qu'on peut installer des fleurs devant ou pas? Ils vont voter. Et les présidentielles ou les législatives, ils vont voter parce que c'est quand même important par rapport au pays. Donc vous voyez, donc il y a en France une demande de démocratie et il y a en même temps une crise de la démocratie. Et qui peut résoudre la crise de la démocratie? Les acteurs de la démocratie, ceux qui la font fonctionner, la démocratie. La démocratie, c'est des formes démocratiques. Et donc en fait, le grand problème, c'est la classe politique. C'est la classe politique qui a perdu le sens, à mon avis, des valeurs démocratiques au profit des calculs, des combines absolument incroyables. Je vous donne un exemple de combine qui, moi, me paraît témoigner de cette crise de la démocratie. Il se trouve que je travaille actuellement à une très grosse biographie des Le Pen. Et j'ai notamment travaillé sur Marion Maréchal Le Pen, là, qui est la belle fille d'extrême droite, là qu'on voit. Et Marion Maréchal Le Pen a été élue députée, comme vous le savez, en 2017, hein, bien sûr, ou 2012 même. Pardon, en 2012, elle a été élue députée. Et en fait, elle a été élue députée. Pourquoi? Parce qu'elle se présentait à Carpentras et qu'au second tour, la candidate socialiste ne s'est pas retirée. C'est-à-dire qu'il y avait donc Marion Maréchal Le Pen, il y avait en deuxième position un candidat de droite modéré, et là il aurait dû y avoir un front républicain, mais la candidate socialiste s'est maintenue. Pourquoi la candidate socialiste s'est-elle maintenue? Parce qu'il y a eu, ce que j'ai découvert, un accord secret entre les socialistes et le Front National, le RN de l'époque. Vous voyez, ça, c'est la crise de la démocratie pour moi. Vous voyez, c'est combine ce phénomène-là, ce pragmatisme extrême qui fait que la démocratie est en crise et qui fait que les extrêmes prolifèrent. Voilà. Je m'arrête là. Je vous laisse. Alors, merci Christophe. Ça y est, vous parlez beaucoup d'inculture. Hein. De quoi, pardon? Vous parlez beaucoup d'inculture. Hein. Oui. De décalcification idéologique, même dans votre bouquin. Et comment vous expliquez alors que ces idées, puisque ça n'en sont pas manifestement, se répandent? Alors, je ne sais pas si on peut... Ça dépend de quoi on parle. Parce qu'en fait, par exemple, si vous prenez le cas du populisme, est-ce que vraiment on peut parler d'idées? Vous savez, les gens qui votent pour les partis populistes, c'est avant tout des gens qui ont peur du monde moderne. C'est des gens, vous savez, Jean-Marie Le Pen est arrivé au second tour en 2002, alors parce qu'il a eu de la chance, parce qu'il y avait la cohabitation qui témoignait de la crise de la démocratie, parce que Lionel Jospin a fait une campagne très mauvaise, etc., parce qu'il y avait une prolifération de candidats à gauche, Christiane Taubira et d'autres qui ont cassé l'élan de Chevènement, qui ont cassé l'élan de Jospin, bien sûr, mais aussi parce que Le Pen a fait une campagne très, très habile. On était en 2002, et en 2002, on était donc juste après l'attentat du World Trade Center, donc les gens traumatisés en disant « Mon Dieu, mais le nouveau siècle n'est pas ce qu'on pouvait imaginer, le nouveau millénaire est décevant déjà ». Et puis surtout, on venait d'entrer dans l'euro, d'accord? Et donc on était dans ce moment où on avait tous des billets de Monopoly dans les poches, en se demandant « Mais qu'est-ce que ça veut dire 10 €, c'est combien, madame ?» On avait l'impression qu'on se faisait arnaquer dès qu'on achetait un morceau de pain, enfin, etc. Et Jean-Marie Le Pen a diffusé des tracts qui étaient des billets de 50 francs, vous voyez, de 500 francs, des pascals, des billets de 500 francs, vous voyez, avec d'un côté le billet et de l'autre, avec moi, vous le retrouverez. Et il s'est retrouvé au second tour, vous voyez. Mais c'est ça le populisme. Le populisme, c'est... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les populistes, en fait? On ne sait pas leur programme. L'important, ils vous disent, on va fermer les frontières, on va être entre nous.
On va remettre l'église au milieu du village. On va de nouveau pouvoir boire un coup de rouge tranquille. On va être avec notre camembert. On va être... c'est ça qu'ils disent. On va revenir à la monnaie nationale. Ils vous disent on va revenir au monde ancien. Et c'est rassurant, c'est très rassurant. De sorte que les électeurs du Rassemblement national, aujourd'hui, et Marine Le Pen, aujourd'hui, a de fortes chances vraiment d'être élue à la prochaine élection présidentielle. Hein. Pour l'instant, alors tout peut arriver, on n'est pas encore. Mais enfin, disons que là, elle est plutôt dans une bonne perspective, une bonne conjoncture. Mais c'est ça, ce ne sont pas des idées, vous voyez. C'est ça que je veux dire. En fait, ce ne sont pas des idées qui progressent, malheureusement. C'est de l'affect qui progresse. Et je pense que la rationalisation, si on pouvait atteindre le niveau des idées, permettrait peut-être de résoudre ce problème-là. Est-ce que vous appelez le populisme, c'est exclusivement extrême droite ou Non, 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 non. Le populisme, c'est un style politique. C'est un style politique que tout le monde peut adopter. D'ailleurs, si vous allez au Venezuela, vous aurez un populisme de gauche, par exemple. L'idée du populisme, c'est un style qu'est-ce qui caractérise le populisme? En gros, il y a plein de critères, hein, évidemment, mais enfin, il y en a 3 principaux pour que le populisme fonctionne, on va dire. Le populisme, c'est le peuple contre les élites. Donc déjà, le peuple tout entier, Marine Le Pen dit « le peuple, c'est moi » face aux élites, Macron. Donc le peuple contre les élites. Ensuite, la deuxième caractéristique du populisme, c'est des slogans démagogiques, c'est-à-dire se faire plaisir, c'est-à-dire on va revenir à la France, on va revenir au franc, rassurez-vous, on va vous protéger, etc. On va des mesures démagogiques. Et puis troisième caractéristique du populisme qui est fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de populisme sans leader charismatique. Donc il faut qu'un leader charismatique incarne la population. Et alors Jean-Marie Le Pen avait ce charisme, Marine Le Pen a ce charisme, Éric Zemmour ne l'a pas, Bruno Maigret ne l'avait pas, c'est comme ça que ça... Florian Philippot ne l'a pas, voilà. Mais Bardella là. Parce que Bardella, c'est le gendre idéal. Bardella, vous avez envie de l'inviter le dimanche à déjeuner. Bardella, il a une bonne tête sympathique. On l'a croisé dans la rue. C'est le type gentil qui vous tient la porte. Voilà. Jean-Marie Le Pen, c'était l'archétype du beauf. Jean-Marie Le Pen, c'est le type qui roule avec la sapinette au-dessus de dans la voiture pour, vous voyez ce que je veux dire, qui a son Bézanville le week-end quand il va sortir le dimanche ou le samedi soir. Enfin, c'est ça. Marine Le Pen, vous avez l'impression qu'elle va vous servir à la charcuterie. Et avec ceci... bonne journée, madame. Vous voyez, et donc, on se reconnaît. Mais non, mais c'est important, on se reconnaît. Ce sont des personnalités dans lesquelles les gens se reconnaissent. C'est le fameux charisme. Vous voyez, charisme. Éric Zemmour peut avoir des proclamations apocalyptiques bien plus radicales encore que Marine Le Pen. Éric Zemmour, quand vous le voyez physiquement, vous ne pouvez pas. Les gens ne s'incarnent pas dans lui. Il a une tête d'intellectuel, mais c'est pas quelqu'un qui va vous servir dans la rue, c'est pas l'archétype du blaireau, il ne correspond pas aux critères du populisme. Malheureusement pour lui, j'imagine. Merci. Oui. On en a déjà un peu parlé avec la précédente question, mais l'avenir de la démocratie, avec ce que vous venez de dire, l'inculture, le recentrage sur des idées, sa petite communauté, etc. Ce sentimentalisme, cette généralisation des affects, ça fait plutôt peur. La démocratie, c'était les Lumières, c'était l'intelligence. La promotion par les élites, c'était ceux qui en savaient plus. Là, maintenant, les élites, c'est ceux qui crient, qui s'indignent le plus, qui s'émeuvent le plus, qui cassent le plus. Donc, où est la démocratie? On ne peut plus compter sur quelqu'un, outre charismatique, une personne charismatique et plus intelligente. C'est quelqu'un qui exprime le plus ses sentiments, qui chouine le plus à la télé ou sur les réseaux sociaux. Enfin, tout ce que vous nous décrivez, on le vit, on le ressent, et je vous en remercie, mais ça mène pas à la démocratie. Enfin, moi, ça me fait peur, puisque les hommes et les femmes politiques utilisent ce sentimentalisme, comme Stéphane Hessel dit « indignez-vous, indignez-vous », on y est.
Absolument. Alors, c'est ce triomphe de l'affect aujourd'hui. Mais je pense qu'en avoir peur, c'est une bonne chose parce que ça permet d'essayer de réagir. Parce que c'est au niveau des élites que ça se joue. Vous savez, il n'y aurait pas de populisme s'il n'y avait pas eu une crise de l'élitisme. C'est la faute des élites si le populisme prolifère. Il ne fallait pas que les élites se coupent de la réalité. Il ne faut pas que les élites piétinent la démocratie pour faire notre bien malgré nous. C'est là que ça se joue. Moi, à titre personnel, j'ai été terriblement déçu par Macron. Non pas politiquement, mais simplement parce que Macron incarnait, quand il a été élu, un renouvellement générationnel, et ça c'était quand même assez formidable. Quand vous voyez l'âge des gens, de Gabriel Attal, de Stéphane Séjourné, de tous ces gens-là, vous dites putain c'est formidable, il y a un renouvellement, une jeunesse et tout, sauf que, Olivia Grégoire, tout ça, sauf que quand vous les entendez parler, ils parlent comme des politiciens de la 4e République. Et ils font des combines, ils font des déjeuners secrets, ils font des accords. Et là, c'est dommage. Et Macron, malheureusement, c'est quelqu'un qui, en réalité, est un centriste, hein, on va dire. C'est un héritier de Giscard d'Estaing politiquement. Mais en réalité, Macron, c'est quelqu'un qui est d'un pragmatisme absolu, mais même, on pourrait dire, d'un cynisme absolu. Aujourd'hui. Vous savez, on peut se poser des questions aujourd'hui de savoir si Macron n'a pas intérêt à ce que Marine Le Pen vienne au pouvoir, hein, par exemple, en termes de pure réel politique. Parce que, imaginez, Macron n'a pas le droit de se représenter. Si Édouard Philippe est élu, c'est horrible pour Macron, parce qu'Édouard Philippe pourrait être meilleur que lui. Et vous vous rendez compte, imaginez qu'Édouard Philippe, je ne dis pas qu'il sera élu, j'en sais rien, vu qu'il n'a plus de cheveux, ça ne peut pas l'aider pour... Non mais c'est vrai, ça tient à ça, mais ça tient à des choses comme ça, son alopécie peut lui jouer des tours électoralement, peu importe. Mais imaginez qu'il soit élu, imaginez qu'il soit plus... Vous savez, le grand problème de Macron dans son management, ça a été ces petites phrases au mauvais moment, sans cesse la phrase qui provoquait les gens, les gilets jaunes, par exemple. Macron a allumé l'incendie l'été précédent quand il a dit au Danemark que les Danois étaient un peuple merveilleux, tolérant, alors que les Français étaient des Gaulois réfractaires au changement. Et résultat, tous les gilets jaunes ont mis des casques gaulois en disant c'est nous les Gaulois réfractaires au changement, vous voyez, par exemple. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Je ne sais... Ah oui, voilà. Et donc pour Macron, si Édouard Philippe venait au pouvoir, ce serait plutôt mauvais. Alors que si Marine Le Pen vient au pouvoir, bon, Macron pourra dire... D'abord, son bilan risque d'être catastrophique, parce que les populistes, quand ils sont dans l'opposition, c'est merveilleux, mais quand ils sont à l'épreuve du pouvoir, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et donc, si Marine Le Pen venait au pouvoir, ça pourrait provoquer une crise de régime. Et à ce moment-là, Macron aurait le droit de se représenter. Et comme c'est Macron qui a fait chuter Marine Le Pen à tous les débats, parce qu'il est celui qui l'a contredit le mieux, ben, il pourrait revenir, vous voyez. Donc, pour lui, c'est pas, il a techniquement plutôt intérêt à ce que Marine Le Pen fasse un quinquennat calamiteux pour pouvoir se représenter après, vous voyez. Merci donc pour votre intervention. Est-ce qu'il n'y a pas une autre lecture de la crise des démocraties que celle que vous donnez? C'est-à-dire de dire qu'en fait, c'est une crise, non pas de la démocratie, mais des décisions d'en haut, type euro. Vous avez cité l'exemple de l'euro et du trépied que ça a donné à Le Pen. Une crise du pragmatisme sans valeur, et vous avez cité votre déception à l'égard de Macron, ou une crise des décisions sans affect. Et il me semble que ce que nous disent les jeunes, c'est que l'affect a une immense importance par rapport à la technique et à beaucoup de choses. Et donc, est-ce que si on n'est pas capable de réintroduire dans nos décisions collectives, dans la politique, à la fois des valeurs, de l'affect et des décisions d'en bas, eh ben en effet, c'est normal et on le mérite, on a une crise de la démocratie. Et elle est en chacun de nous, elle n'est pas uniquement nos élites, parce que nos élites nous ressemblent sacrément. Alors, pour vous répondre, monsieur, en fait, il y a deux choses. Il y a l'affect, c'est, on pourrait dire, les passions, la colère, etc. Et puis, il y a un phénomène qui caractérise les sociétés contemporaines qui est très intéressant, c'est le retour de la morale.
C'est-à-dire qu'on est dans un moment, dans nos sociétés occidentales, qui est un moment, qui est un moment très moral. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et quand vous voyez, par exemple, toute une jeunesse, qu'on appelle la génération Z, qui aujourd'hui a 28-30 ans à peu près, et qui se mobilise pour la planète, autour de Greta Thunberg, enfin, des influenceuses de cette nature-là. Enfin, bref, cette idée de combat pour la planète, vous apercevez que c'est un combat éminemment moral, c'est-à-dire de dire, mais c'est incroyable, vous les vieux, vous n'avez donc aucun sens du collectif, aucun sens des choses, il faut revenir à quelque chose de moral. Si vous prenez le mouvement aujourd'hui, MeToo par exemple, c'est un mouvement éminemment moral, qui contraste avec ce moment libertaire, libertin de l'après 68, vous voyez, on va dire, mais enfin, ce n'est pas normal de harceler une femme, ce n'est pas normal, ce n'est pas moral. Vous voyez, donc il y a un moment moral. Et le grand paradoxe, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui une révolution morale en France, mais pas qu'en France, hein, c'est valable aux États-Unis, c'est valable en Angleterre, c'est valable en Occident, on pourrait dire, dans le monde occidental démocratique. Mais en même temps, si vous prenez par exemple la génération écolo, là, ces jeunes qui veulent sauver la planète, ils sont, mais 80% des jeunes de la génération Z, ils sont préoccupés par la nécessité de sauver la planète. Et il y en a, et pourtant, Marie Toussaint, la candidate écolo à l'élection, elle est créditée de 4%, et encore si elle fait 4%, elle aura de la chance. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des tas de jeunes qui vont militer dans des collectifs, qui vont aller faire la chaîne pour sauver la planète, mais ils ne vont pas penser à aller voter. C'est-à-dire que pour eux, changer les choses ne passe pas par l'élection. Et c'est ça, je crois, le vrai enjeu. Et moi, je pense qu'il y a... C'est vrai. Oui, et je pense qu'il y a de l'espoir. Oui, mais vous insistez beaucoup, là, sur la partie valeur, la partie morale, mais n'oublions pas la partie affect. C'est-à-dire, ce qu'on voit dans beaucoup d'écrits anciens sur... c'est très intellectuel, finalement, et vous avez l'air de dire que ce qui est intellectuel est bien. Je pense que ce qu'on voit émerger dans le monde d'aujourd'hui, c'est à la fois une quête de morale, mais aussi c'est la reconnaissance de l'affect, c'est-à-dire des choses qui sont de l'ordre du sentiment. Et il n'y a pas que des sentiments entre guillemets mauvais comme la colère. Vous prenez l'amour par exemple, bon, ben, c'est un sentiment et c'est pas vraiment de la morale. Et donc si on n'arrive pas à réintégrer dans la démocratie également cette colonne vertébrale qui est de dire une des choses qu'on partage entre nous, c'est pas uniquement la morale, parce que ça c'est laborieux, c'est l'affect. Parce que ça, c'est quand même moins laborieux. Je pense qu'on a les trois trépieds pour redresser la démocratie. Alors écoutez, personnellement, là, je ne suis pas tout à fait malheureux. Enfin, je ne suis pas aussi optimiste que vous, je dirais. Parce qu'en fait, les gens qui descendent dans la rue descendent rarement dans la rue par amour. Quand vous descendez dans la rue pour exprimer un sentiment d'injustice, donc forcément un sentiment de colère. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'aurais préféré appeler mon livre « La France en amour », au pluriel. Mais je comprends ce que vous voulez dire, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Chantal Mouffe, la philosophe des Insoumis, qui explique que aujourd'hui, si on veut capitaliser, il faut capitaliser sur l'affect. Et qui dit qu'il ne faut surtout pas que la gauche, dit-elle, puisqu'elle est de gauche et qu'elle soutient Mélenchon, elle dit la gauche a trop longtemps négligé l'affect en intellectualisant les choses, et en fait il faut tenir compte de l'affect. Mais je crois qu'elle tient compte du fait qu'aujourd'hui vous avez effectivement toute une génération qui fonctionne à l'affect, c'est vrai. Et là je vous rejoins sur ce point-là, mais c'est complexe. Oui. Bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que vous pensez que finalement cet amour de la morale qui vient de jaillir là serait aussi l'amour du moralisme qui n'a rien à voir avec la morale, d'une part, et d'autre part, toutes ces crises sociétales qui s'accélèrent, qui se rétrécissent, elles correspondent tout à fait à ces enfants extrêmement mal élevés qui n'ont pas de limites et à une quête de limites que personne ne va trouver. Il y a un problème éducationnel, effectivement, à la fois de la culture, à la fois du passé, à la fois des références et des valeurs qui se sont perdues très progressivement. Bah vous posez deux questions différentes, hein. Donc là c'est compliqué. Alors je vais. La première, c'est la question du moralisme. En fait, le grand problème de la morale, c'est que quand on est dans un moment moral, c'est que la morale évolue.
C'est-à-dire que ce qui est moral aujourd'hui n'était pas moral hier, ou ce qui est immoral aujourd'hui plutôt était licite hier. Ce qui est immoral en France est moral en Espagne. Par exemple, en France, la prostitution est interdite, en Espagne, elle est légale. En France, le droit de mourir est un débat national. En Suisse, il suffit de prendre rendez-vous. Donc, vous voyez, la morale varie en permanence. Ça, c'est une évidence. Ensuite, vous avez dit une deuxième chose qui était sur... Oui. Alors ensuite, nous vivons... ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je crois qu'on vit sur les restes de la crise de l'autorité liée à 68. C'est-à-dire qu'il y a eu une très très forte contestation de l'autorité, autorité parentale, autorité patriarcale, autorité en général, qui a éclaté autour de 68 et dans la foulée, et qui a vraiment modifié la société. Ça s'est vu jusque dans l'entreprise, par exemple, où dans l'entreprise, on s'est mis à parler de management collaboratif, en disant oh, c'est affreux, management pyramidal, c'est trop horrible, etc. Et or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, et c'est ce qui explique la montée en puissance des populismes aussi, c'est qu'il y a une demande de retour à l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sondages vous disent, les gens, en fait, ils sont pas tellement ils sont dans une demande, non pas tellement de liberté d'expression, c'est pas ça qui les intéresse, ils sont plus dans une demande de sécurité et d'autorité. Et quand je dis une demande de sécurité, c'est ce que disent les sondages, hein, c'est une demande de sécurité policière, ils demandent des caméras de surveillance, ils demandent des patrouilles, etc. Mais ils demandent aussi la sécurité sociale, c'est-à-dire nos retraites, l'APL, les allocations familiales, le RSA, le chômage, enfin tout le maintien du bouclier sécuritaire, social français. Donc vous voyez, il y a une demande très forte de sécurité et d'autorité. Donc vous voyez que les paramètres profonds de la société, les signaux faibles sont en train d'évoluer. Et on est en train de sortir de ce moment-là. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce que vous dites, là, en fait, c'est l'extrême gauche qui témoigne de ça. L'extrême gauche, c'est un peu les Black Blocs. Vous voyez, si vous prenez les Black Blocs, qui sont de jeunes anarchistes, on va dire, qui vont casser les vitrines, ils cassent les vitrines, et puis si on les réprime, ils font « vous m'avez réprimé !» Enfin, c'est un scandale. Vous m'avez tapé, mais c'est scandaleux. Vous m'avez réprimé. Alors que eux, vous voyez, ils testent les limites. Vous voyez, toujours plus loin. C'est un peu ce qui est arrivé à France Inter récemment, puisque j'y suis, avec l'affaire Guillaume Meurice. Parce qu'en fait, Guillaume Meurice a eu un mot, enfin moi que je trouve personnellement assez déplaisant, sur les nazis sans prépuce. Bon, il a été sanctionné à ce moment-là, et on lui a dit. Bon, c'est bon, on passe l'éponge, j'ai bien compris, hein, a dit la direction de Radio France, mais n'y revenez pas. Et à ce moment-là, il a fait ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire il est allé tester les limites. C'est-à-dire qu'il a fait exactement ce que vous disiez, il y est revenu en provoquant une réponse de l'autorité et en contestant l'autorité. Donc c'est scandaleux, vous me réprimez, alors qu'il avait pour signe de ne pas y revenir. Vous voyez, c'est le même phénomène. Oui, alors j'ai deux remarques. Alors, il me semble qu'il y a une crise quand même de la philosophie. Lorsque je dis de philosophie, je veux dire que les gens aient une philosophie personnelle, justement comment se comporter de la vie, comment faire avec les changements et tout ça. Alors, je le mentionne parce que je le mentionne, bon, je suis franco-britannique, mais dans l'ère victorienne, eux, ils ont connu des changements beaucoup plus grands qu'aujourd'hui, d'accord? Mais ils avaient quand même une certaine, comment on dit ça? Ils avaient certaines idées, certaines valeurs qui faisaient de sorte qu'ils pouvaient confronter le changement, d'accord? Alors, là, je me dis, il me semble, surtout... Ça me fait réfléchir aux années 30 en France. Pour moi, c'est l'écroulement justement de cette philosophie interne, d'accord, pour pouvoir confronter les choses. Et deuxième chose, on parle de l'affect, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce que ce n'est pas aussi qu'on a besoin d'avoir une idée, une idéal, je dirais, moteur. Moi, par exemple, je suis un Européen,
j'ai vu un film hier sur Jean Monnet. Pour moi, mais c'est incroyable comme idéal qu'il a mentionné et pour moi qui est toujours valable, d'accord. Mais je suis frappé en effet par le manque d'idiots des gens. Je suis choqué. Et je vais même aller plus loin et dire que je suis écœuré. D'accord, merci. Alors écoutez, il y a deux choses dans ce que vous dites, je crois, enfin moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, en fait, je crois que les gens aujourd'hui sont en quête de valeurs morales. C'est ce dont vous parliez à l'ère victorienne, c'est-à-dire que concrètement, quand vous êtes un simple citoyen et que vous vivez la crise de la démocratie, vous vivez quoi? Vous vivez le fait que vous ne faites plus confiance à votre député, vous ne faites plus confiance au président, vous ne faites surtout pas confiance à l'Union européenne qui était loin, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Donc vous êtes finalement dans un monde, vous n'avez plus les repères démocratiques que vous aviez ont sauté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On se replie sur ce qu'on a avec soi, en soi, c'est-à-dire son éducation, c'est-à-dire des valeurs qu'on vous a inculquées. Et finalement, au fond, nous tous qui sommes ici, on est tous plus ou moins les tributaires, on pourrait dire, de valeurs, on pourrait dire d'un judéo-christianisme nuancé par les Lumières. Vous voyez, en gros, ça serait ça à peu près nos valeurs à nous tous. Et finalement, les gens aujourd'hui, je crois, se replient beaucoup sur ces valeurs. Et quand je parlais d'un moment moral ou d'un moment même, on pourrait même parler d'un moment un peu puritain aujourd'hui, ce moment puritain, il s'explique, je crois, beaucoup par la crise de la démocratie et par le fait que quand vous ne faites plus confiance aux structures de l'État, que vous ne faites plus confiance aux hommes politiques ou aux femmes politiques, vous vous repliez sur vos valeurs et vous vous trimballez avec vos valeurs. Vous voyez, je crois qu'il y a donc un retour, une tentative de retour aux valeurs. Après, alors l'autre problème qui se pose, et c'est ça qu'on voit quand on observe les mouvements de contestation d'aujourd'hui, et ça c'est quelque chose de très profond, qui est notamment très frappant à l'extrême gauche, par exemple, c'est ce que j'appellerais la crise de l'alternative révolutionnaire. C'est-à-dire que beaucoup de groupes d'extrême gauche se disent bon, on est marxiste, mais enfin Marx c'était le 19e siècle, on est trotskiste, mais Trotsky il est mort en 1940, bon, c'est le début du 20e siècle, il faut qu'on invente un socialisme du 21e siècle. Et le problème c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc ils essaient d'inventer un socialisme du 21e siècle qui n'est pas convaincant, qui ne les convainc pas. Et donc, ils sont en fait dans quelque chose d'assez étrange. Et tous ces groupes, moi, c'est ce que j'observe, extrémistes, quels qu'ils soient, je veux dire, tous ces gens qui sont en colère, que ce soit les anti-vax, les écologistes radicaux ou d'autres, enfin, ou les woke, tout ce que vous voulez, les cancel culture, etc., en fait, ils fonctionnent comme des clans. C'est-à-dire que dans une société archipélisée, ça fait du bien de se retrouver entre personnes qui partagent les mêmes valeurs, quelles qu'elles soient, quelles que soient ces valeurs, mais on veut des valeurs, vous voyez. Et donc, même les groupes d'extrême gauche, c'est avant tout c'est presque des clubs de rencontres. C'est des gens qui se ressemblent physiquement, qui se ressemblent parce qu'ils ont les mêmes codes vestimentaires, les mêmes, qui se ressemblent par leur goût, etc. Et en fait, ça fonctionne de cette façon-là. Donc, je dirais que c'est la crise de l'alternative qui explique ce retour, cette tentative de se reconnaître dans des valeurs. Oui, on pourrait un peu regarder ce qui se passe à l'étranger. Oui. Et j'ai envie de vous poser une question sur l'Italie. Finalement, en Italie, c'est bien le mouvement populiste qui est arrivé au pouvoir avec Giorgia Meloni. Absolument. Qui est comme Marine Le Pen en France. Et j'ai été extrêmement surpris, c'est le moins que je puisse dire, par son parcours. Aujourd'hui, elle est reconnue au niveau européen. Et finalement, j'aimerais avoir votre point de vue sur son parcours, sur comment finalement un mouvement populiste a réussi à s'implanter en Europe comme elle l'a fait. Alors, oui, il y a des deux alors, d'accord. Oui, moi j'avais un peu la même question, mais sur Trump et Biden.
et sur l'alternative entre l'affect que pourrait représenter Trump et un petit peu plus d'idéologie sur Biden et la victoire peut-être de Trump aux prochaines élections. Alors, on va commencer par... Merci, madame. On va commencer par Mélanie. Alors, Mélanie est un exemple assez emblématique alors là, c'est pour le coup, c'est intéressant de voir que c'est un populisme qui est en train de réussir. Pourquoi ? Parce que depuis que Mélanie gouverne, elle est de moins en moins populiste. C'est-à-dire que Mélanie, en réalité, quand elle est arrivée au pouvoir, tout le monde disait les fascistes arrivent, Mussolini est de retour, etc., en tenant compte du fait qu'elle provient d'un parti fasciste qui ensuite a évolué vers le populisme. Hein. Donc elle a évolué, Mélanie, mais elle vient de l'extrême droite, bien évidemment. Mais depuis que Mélanie est au pouvoir, en fait, Mélanie, elle s'est trouvée confrontée au principe de réalité. Et elle s'est trouvée confrontée aussi au fait qu'elle était dans l'Union européenne. Et au fond, la gouvernance de Mélanie, c'est une gouvernance de droite, on pourrait dire, mais enfin de droite classique, quoi. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, elle n'a pas... par exemple, la liberté d'expression en Italie a été maintenue. Elle gouverne... c'est un gouvernement libéral, on va dire, on n'est pas très éloigné d'une gouvernance à la Sarkozy, voyez. Et surtout, comme l'Italie est membre de l'Union européenne, elle est tributaire des traités. Et donc, par exemple, elle avait annoncé avant son élection qu'elle allait chasser tous les migrants et couler les bateaux avec des missiles. Elle les accueille. Parce qu'elle est bien obligée, parce que c'est voilà. Et donc, mais ça, c'est l'exemple de Mélanie est un exemple qui est très important pour la conjoncture française, parce que Bardella et Marine Le Pen disent regardez, nous, on va faire comme Mélanie. Donc, élisez-nous, parce que, vous voyez, avec nous, ça sera la même chose. Vous voyez, donc c'est pour eux, c'est un argument. Mélanie est un cas de gouvernance qui a l'air de fonctionner, sachant qu'aucun parti populiste n'arrive à gouverner tout seul. Ça joue aussi. C'est-à-dire que Mélanie, elle est dans une alliance avec différents partis de droite modérés. Hein, donc ça joue énormément. C'est comme en Hollande, le PVV de Geert Wilders, maintenant, ça y est, gouverne, mais gouverne avec des droites modérées de toutes sortes. Donc c'est le même phénomène. Alors ça, c'est pour l'Italie. Alors concernant les États-Unis, il est très probable que Trump va être élu parce que Joe Biden, si vous voulez, aux États-Unis, d'abord il a un double handicap, d'abord son grand âge. Même s'il a l'air en fait très lucide et plutôt très pondéré, et plutôt c'est quelqu'un de plutôt intéressant, c'est un président plutôt talentueux, Joe Biden semble-t-il. Mais enfin, il y a son grand âge qui joue, et puis il y a un autre phénomène qui joue, c'est que prenant le contre-pied de Trump, Joe Biden a rouvert les frontières des États-Unis, et il y a une déferlante migratoire aux États-Unis aujourd'hui. Mais quand je dis une déferlante, je lisais un article dans le New York Times qui disait, la mairie dit, on ne sait pas où loger les 50 000 migrants qui campent aux portes de New York, quoi. Enfin, vous voyez, donc il y a une vraie... et ça, les Américains sont très en colère. Et donc, Trump a de fortes chances de se faire réélire. D'ailleurs, Trump est un cas un peu spécial à l'américaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un candidat de droite traditionnel, puisqu'il incarne le parti républicain, donc c'est la droite américaine, mais avec un style populiste. C'est-à-dire que Trump a adopté un style populiste. Et ça, c'est la force du style populiste, c'est que ce milliardaire passe pour l'homme du peuple. Et aux yeux de l'Amérique profonde, il incarne le peuple. Mais c'est comme Marine Le Pen, hein, ou Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen ayant hérité des Simon Lambert, est un homme extrêmement riche, mais il incarne la France des gens, bon, on n'en peut plus, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, et comme Marine Le Pen. Donc, vous voyez, donc c'est le même phénomène. Et Trump incarne ça. Et alors, sachant aussi que Trump, pour les Américains, n'est pas aussi inquiétant que pour nous, les Européens, parce qu'il a déjà gouverné. Donc ils savent en gros le style Trump, ils connaissent quoi, ils savent ce qui va se passer quoi. C'est-à-dire, il va refermer les frontières, il va pousser dans le sens conservateur, il va gouverner en réalité à l'intérieur des États-Unis. Si vous mettez de côté la fermeture des frontières, de façon droite classique. C'est-à-dire que sous Trump, encore une fois, la liberté d'expression n'a pas été endiguée. Il y avait des manifs, il y avait tout ce que vous voulez, quoi. Après, évidemment, la venue au pouvoir de populistes
polarise la situation. On est dans un monde très clivé. Aujourd'hui, c'est très binaire. On le voit bien avec le conflit israélo-palestinien, par exemple. On est sommé de prendre parti. Personne, si quelqu'un dit, c'est mon ami Pierre Aski qui dit, écoutez, moi je pense que des deux côtés, il y a des criminels, quoi. Mais ça, si vous dites ça, c'est pas possible. Vous êtes soit l'agent d'un côté, soit l'agent de l'autre. Vous voyez, vous pouvez pas avoir une position nuancée sur cette question. Et aujourd'hui, c'est très difficile d'être nuancé. C'est Jean Birnbaum qui a fait un joli livre qui s'appelle « Le courage de la nuance ». Et c'est très difficile d'être nuancé aujourd'hui. C'est dommage. Enfin, moi, je suis quelqu'un de nuancé. Je trouve que la réalité est nuancée et que ça, c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais aujourd'hui, il y a on est attiré vers ça. Donc, Trump, le monstre, Biden, le gentil, Trump qui va nous sauver, Biden, le débile, enfin, etc. On est, vous voyez, dans des polarisations terribles. Et en France, c'est pareil. Oui, moi, j'ai une question sur la structure démographique en fait de la France, parce qu'entre la France des années 70 et la France d'aujourd'hui, la place des jeunes est complètement différente. Absolument. Et dans les années qui viennent, a priori, elle va plutôt rester faible. Ouais. Je ne sais pas comment vous voyez l'impact de cet élément, voilà, de ce vieillissement. Oui, nous sommes. Vous avez alors vous avez en France une modification sur la population française. C'est sociologiquement modifié de façon très profonde depuis les années 1980. Alors elle s'est modifiée parce qu'effectivement, il y a une crise mondiale des naissances, mais ça qui n'est d'un point de vue écologique, qui n'est pas une mauvaise chose, puisqu'on sait très bien que le vrai péril qui menace la planète, c'est la surpopulation, parce qu'on n'aura pas de quoi nourrir tout le monde. Or, il semblerait que l'espèce humaine s'autorégule par le fait qu'il y a moins de naissances partout dans le monde. Les Chinois sont paniqués, mais même en Afrique, il y a moins de naissances, etc. Donc c'est un phénomène qui, du coup, provoque un vieillissement de la population. Et c'est vrai que ce vieillissement de la population n'est pas de nature à favoriser la modernité. C'est vrai. Alors en même temps, ce vieillissement de la population, jusqu'à présent, a été un frein à la montée du populisme en France. C'est-à-dire que les vieux, ayant une certaine expérience des régimes totalitaires, votaient plutôt Macron. Ils votaient plutôt pour les partis modérés, on va dire. Mais les choses sont en train de changer. C'est-à-dire que Marine Le Pen, aujourd'hui, est dans un grand recentrage. Elle est de plus en plus modérée dans son propos. Le RN évolue. Vous voyez, par exemple, sur la question calédonienne, le RN est sur des positions, disons, appelant à la négociation, alors que, par exemple, le parti Reconquête d'Éric Zemmour appelle à lutter, écraser les Kanaks. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude. Donc, il y a un recentrage. Donc, ce recentrage provoque, que ce soit un recentrage tactique ou un recentrage réel, ça c'est un autre débat, mais ce recentrage fait que de plus en plus de vieux, maintenant, votent Marine Le Pen. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, le phénomène marquant aujourd'hui, c'est que des couches entières de la population qui ne votaient pas Marine Le Pen se déplacent vers Marine Le Pen. Des régions, par exemple, qui étaient épargnées, on pourrait dire, par le lepénisme, comme la Corse, par exemple, se lepénisent. Vous voyez, et de même, les vieux, qui jusqu'à présent ne votaient pas Marine Le Pen, commencent à voter Marine Le Pen. Donc vous avez ce déplacement. Après, vous avez une autre modification sociologique qui a été mise en valeur, évidemment, par Jérôme Fourquet dans l'archipel français. C'est le fait que c'est la montée en puissance des populations issues de l'immigration, qui modifie beaucoup aussi le paysage électoral et même le paysage français, tout simplement parce qu'il faut bien voir, c'est une simple réalité, il faut bien voir que lorsque j'étais enfant, moi, et qu'à l'école, on nous apprenait qu'en France, il y a 3 religions. Vous avez le catholicisme qui est majoritaire, vous avez le protestantisme en deuxième position, et les juifs, il y en a beaucoup moins. Enfin, en gros, voilà, c'était ça. C'était ça ce que disait qu'on apprenait à l'école. Aujourd'hui, la France est le premier pays musulman d'Europe. Ça change tout, vous voyez. Et l'islam est la 2e religion de France, derrière le christianisme. Vous voyez, donc il y a évidemment une modification sociologique dont il faut tenir compte, et qui, évidemment, bénéficie au populisme,
puisque les populistes disent on ne va quand même pas construire des mosquées, alors qu'en réalité, à partir du moment où c'est la deuxième religion de France, il faut bien qu'ils puissent se réunir. C'est comme ça, c'est un fait, donc il faut tenir compte de cette réalité démographique, si vous voulez. Mais évidemment, là aussi, vous avez une modification profonde, parce que cet électorat nouveau, et vous avez les vieux qui donc sont en train d'évoluer, et puis vous avez un électorat nouveau, mais quelles sont les valeurs de cet électorat? C'est complexe. Pour l'instant, c'est un électorat qui est un électorat, on pourrait dire, hein, à l'heure où je vous parle, c'est ce qu'on pourrait appeler encore un électorat clanique. C'est-à-dire, c'est un électorat, par exemple, il y a sur Instagram, je suis le CCIE, qui est le Conseil de défense des islamistes, qui est un organisme international qui défend les islamistes. Et le CCIE a édicté des consignes de vote pour les élections en cochant des cases. Donc, quel est le candidat qui soutient les Palestiniens? Quel est le candidat qui soutient le voile? Quel est le candidat qui est favorable aux mosquées? Et donc, quand ils cassent, le seul qui coche tout, c'est Mélenchon. Et donc, ils appellent à voter Mélenchon, mais pas Mélenchon pour les valeurs des insoumis, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les leurs. Ils appellent à voter Mélenchon parce qu'il cause des cases qui favorisent le clan. Vous voyez, pour l'instant, c'est ça qui se passe. Et donc, c'est ce vote-là qui commence à apparaître. Ça va peut-être évoluer, mais les valeurs de l'islam ne sont pas forcément compatibles avec les valeurs de la démocratie. Ça dépend quel islam, évidemment, parce que l'islam est pluriel. Hein. Vous avez des musulmans modérés et des musulmans radicaux. Donc, ça dépend quel islam. Mais, vous voyez, c'est plus compliqué que ça. Mais pour l'instant, c'est un vote clanique. Donc il y a une modification très profonde qui explique, je terminerai là-dessus, la virulence des campus, par exemple, sur Gaza. Parce que quels sont les éléments moteurs de la révolte des campus? Il y a quelques militants d'extrême gauche du NPA qui sont à la manœuvre, mais c'est surtout les étudiants d'origine arabe qui sont dans la rue, aux États-Unis notamment. C'est eux qui sont les moteurs de ça. Et puis ensuite, d'autres disent vous avez raison, c'est vrai, c'est horrible ce qui se passe à Gaza, on vous soutient. Mais il y a aussi une dimension sociologique, ethnique, on pourrait dire. Oui, monsieur. Oui, j'aimerais revenir une seconde sur votre définition du populisme, qui me paraît un peu sommaire, surtout après ce qu'on a dit sur Mélanie, par exemple. Parce que en France, il y aura 35% de populistes qui voteront aux élections présidentielles européennes, entre Bardella et Marion. Michel Le Pen, ça fait bien 30-35%. Je ne pense pas que ces 35% soient tous des nostalgiques du Pascal et de la poule au pot. Ça me paraît un petit peu court comme explication. Je me demande si de ce qu'on appelle le populisme, enfin, si les électeurs populistes sont vraiment caractérisés par cette nostalgie profonde qui les ferait voter viscéralement pour un candidat populiste. C'est la peur du changement. Hein. Oui, vous vous demandez. Mais écoutez, il semblerait, en tout cas, ce qui caractérise les populistes, c'est une très très grande plasticité. C'est-à-dire que les populistes, c'est des gens qui, par exemple, si vous prenez le discours du Rassemblement national, les slogans du Rassemblement national ne sont pas les mêmes. Par exemple, les slogans du Rassemblement national, par exemple, à Valenciennes, il faut défendre les chômeurs, il faut défendre les travailleurs, il faut en finir avec la réforme des retraites, il faut plus de sécurité sociale, il faut baisser les impôts, etc. Les slogans du Rassemblement national à Grasse, c'est « il y a trop d'Arabes, il faut virer les Arabes ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une plasticité des populistes qui répondent aux demandes, mais fondamentalement, ce que le monde que proposent les populistes, c'est ce qui caractérise tous les mouvements populistes du monde aujourd'hui. Le point commun, on pourrait dire, c'est dans leur programme, ce sont des souverainismes anti-immigration, c'est-à-dire fermer les frontières et virer les immigrés. Et ça, c'est une constante, quel que soit le pays. Ça, c'est quelque chose que vous retrouvez à chaque fois. Ensuite, il varie sur le programme économique. C'est-à-dire que Marine Le Pen est plutôt dirigiste, plutôt néo-gaulliste, alors que Mélanie est libérale, par exemple. Trump est libéral.
Mais c'est là où il y a des variations. Après, c'est difficile d'aller dans là où je vous rejoins, c'est que je ne me permettrai pas d'aller investiguer la psychologie de chaque électeur. Je n'en sais rien. Je vois simplement les tendances de fond qui semblent se dégager. Alors moi j'aurais une question. Est-ce qu'on peut dire que la crise démocratique, c'est aussi l'incapacité à définir un projet de société ? Vous avez montré que avec les radicalités, en fait, ce sont des contestataires, donc forcément ils vont remettre en cause le modèle en vigueur. Et ils vont être aussi une source pour créer peut-être de nouveaux modèles. Dans la mesure où ces radicalités n'ont plus cette capacité intellectuelle de réfléchir et qu'on fonctionne essentiellement sur l'affect et sur les passions, quelles conséquences ça peut avoir sur justement l'exigence de définir un nouveau projet de société et sur la capacité pour nos sociétés contemporaines de définir ce projet de société? Alors justement, le grand problème aujourd'hui, c'est cette crise de l'alternative, c'est-à-dire la difficulté à construire ce nouveau projet de société. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez énormément de gens qui veulent en finir avec les injustices, qui veulent en finir avec ce qui les énerve, ce qu'ils n'aiment pas, qui veulent défendre leur identité, défendre qui ils sont, défendre leur cause, leur clan, mais qui n'ont pas d'alternative et qui n'ont pas de projet. Et ça, c'était le grand enseignement négatif des Gilets jaunes. C'est-à-dire un mouvement vraiment révolutionnaire, un mouvement vraiment puissant, un mouvement important, profond, qui traduisait une vraie souffrance, qui n'était pas à prendre à la légère, si vous voulez, mais qui n'a pas réussi à déboucher sur la constitution d'un projet de société alternatif, qui s'est autodétruit et qui d'ailleurs n'a pas accouché d'un parti, si vous voulez. À un moment donné, on a pu imaginer que sur les cendres des Gilets jaunes allait naître un équivalent français du mouvement 5 étoiles italien, qui était un mouvement populiste italien, qui d'ailleurs s'est liquéfié par la suite. Mais en tout cas, ça n'a pas eu lieu. Vous voyez ? Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette vraie question. Et donc je pense qu'il y a une remise à plat à faire. Moi, ce que j'ai beaucoup entendu chez les Gilets jaunes, et ça c'était dans le positif, c'était cette demande d'être écoutés, et puis le fait que les Gilets jaunes se sont mis tous à rédiger des cahiers de doléances. Et vous savez, je trouve que dans l'Ancien Régime, il y avait un truc qui fonctionnait bien, c'était les États généraux. C'est-à-dire quand tout à coup on réunissait tout le monde et qu'on discutait vraiment de ce qui n'allait pas, et ça remontait au roi. Alors il écoutait ou pas le roi, parce qu'on était une monarchie de droit divin, donc il écoutait ou pas, mais en tout cas le principe était pas mal. Et il me semble que moi ça m'a beaucoup frappé. D'ailleurs il y a des chercheurs aujourd'hui qui travaillent sur les cahiers de doléances des Gilets jaunes. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui ont été archivés dans des centres universitaires. Donc c'est peut-être de là qu'il faut partir. C'est d'états généraux, je crois. Et finalement, vous avez des raisons d'espérer pour un futur plus démocratique, hein, Mais oui, j'ai des raisons d'espérer, parce que je vous dis, il y a eu la crise de la démocratie, ça se résout, rien n'est définitif. Et puis par ailleurs, nous vivons un moment historique qui est marqué par un certain déclin de l'Occident. Mais ce déclin de l'Occident n'est pas, je veux dire, une mauvaise chose. Le déclin de l'Empire romain a accouché d'autres choses. Je pense que le déclin de l'Occident accouchera d'autres choses. Et il n'y a pas de période historique marquée par les... C'est pas monstrueux ce que nous vivons, c'est un moment. C'est un moment historique qui me paraît intéressant à observer. Et moi, j'étudie, c'est vrai, avec... alors, je voudrais aller au bout, peut-être, pour terminer... j'ai appelé mon observatoire des extrémismes et des signes émergents. Pourquoi ? Parce que je me suis aperçu que ces mouvements minoritaires sont politiquement parlant certainement très nocifs pour beaucoup d'entre eux, pas toujours, mais ils peuvent être, mettons, parfois très nocifs, mais que culturellement parlant, ces mouvements de marge, ce grouillement à la marge est un incubateur involontaire d'idées nouvelles. Et lorsque vous étudiez les mouvements minoritaires, en fait, ils émettent des signaux faibles. Et d'une certaine façon, ils nous parlent du monde de demain. Vous voyez, ils nous disent des choses sur le monde vers lequel on va, et je pense que de ce point de vue-là, il faut les observer avec beaucoup d'attention, parce que le monde de demain n'est pas un monde apocalyptique. Le monde de demain est un moment
est un autre moment historique qui suit celui-là. On a beaucoup l'impression qu'on vit un moment historique incroyable, épouvantable, parce que parfois on a une forme, il y a tellement de dystopies qui sortent qu'on se dit, mon Dieu, mais où allons-nous, hein, où allons-nous? Mais enfin, vous savez, il y a un siècle jour pour jour, ou presque, on s'était pris la Première Guerre mondiale, suivi de la grippe espagnole, 100 millions de morts. Maintenant, grâce au Covid ou à cause du Covid, on s'en est souvenu. Et ça n'a pas empêché l'humanité d'entrer dans les années folles à partir de 1920, au moins jusqu'en 29, ce qui a été un moment culturellement extraordinaire. Hein, on a tendance à l'oublier, mais les années folles, ça a été, alors pour les femmes, l'essor de la garçonne, bien sûr, mais c'est aussi le cinéma parlant, l'aviation de ligne, le jazz, le surréalisme, enfin bref, un vrai progrès, une période de progrès extraordinaire. Donc vous voyez, nous... Non, mais évidemment, suivi des années 30, suivi des années 40, suivi des années 50. Mais, non, mais on peut tout prendre sous ce prisme-là, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, depuis le début des années 2000, on n'a pas vécu le quart de ce qu'avaient vécu nos ancêtres du XXe siècle. Alors on peut se lamenter en disant que c'est quand même horrible parce qu'il ne fait pas beau aujourd'hui et que c'est vrai que ce temps gris, je vais me suicider. Mais néanmoins, moi j'ai plutôt une attitude attentiste d'observation critique en me disant, ce monde est... Quand l'historien que je suis, puisque je suis historien, voit bien que l'histoire, c'est une alternance de périodes positives et négatives. Les années 30 étaient des années complexes. C'était des années marquées par le fascisme et le nazisme, mais aussi par l'essor aux États-Unis du New Deal, de Roosevelt. Vous voyez, c'est des années... Il n'y a pas d'années... Après, il y a eu la guerre mondiale, évidemment, qui est un moment de... Et heureusement pour nous, nous n'avons pas vécu de guerre mondiale depuis 1945. Vous parlez de moment, on va vous remercier pour ce moment. Voilà, voilà. Merci à vous.